Je vous propose que l'on démarre. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être connectés ce matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 10 heures. Donc, je me présente, je suis Christophe Ducrot, donc de l'ARIA Hauts-de-France, et je m'occupe de toute la partie communication. Je remercie donc Grégory et Lucas d'animer ce webinaire qui est aujourd'hui consacré à la RSE. Je leur laisserai le plaisir de vous présenter qu'est-ce que la RSE juste après. Et ensuite, vous serez placés en petits groupes. Donc, un groupe avec Grégory, un groupe avec Lucas. Et ensuite, on fera un roulement pour poser vos questions en direct aux intervenants. Je vais vous rappeler quelques règles. Donc, on va vous demander de bien couper vos micros pendant leur intervention. Si vous souhaitez intervenir, vous pouvez lever la main. On vous laissera la parole. Et comme l'a dit Christophe, vous avez un temps d'échange avec les deux intervenants en 10 minutes pour poser toutes vos questions que vous souhaitez. Bon webinaire à tous. Peut-être juste rappeler que c'est enregistré, Christophe. Oui, alors le webinaire, merci, le webinaire est enregistré et le replay vous sera mis à disposition, ainsi que les contacts des intervenants. Je laisse la parole à Lucas et Grégory. Merci pour cette introduction. Donc, c'est moi qui vais commencer rapidement. Donc, je suis le fondateur de la société EFIB et je suis un ancien automobile. J'avais fait mes classes à Française Mécanique, qui était à l'époque Renault et PSA, même si aujourd'hui c'est devenu 100% PSA. Et donc, la société que j'ai créée, si on peut dérouler, s'il vous plaît, a pour raison d'être et donc pour mission et objectif c'est possible de faire dérouler, s'il vous plaît, Christophe? Ouais, merci. A pour donc raison d'être d'agir de manière concrète et innovante pour un monde durable en alliant économie, écologie et éthique. Donc ce triptyque-là, qui est primordial, je vais y revenir dessus. Je peux le dire aussi différemment, c'est que l'idée, c'est de faire gagner la performance économique aux entreprises en agissant ou en actionnant des leviers environnementaux et sociétaux. Et donc, la mission des FIB va être d'accompagner les organisations, et particulièrement les entreprises, à transformer les enjeux de la RSE, sur lesquels on va revenir, et la transition écologique en solutions concrètes. Et d'autre part, de diffuser les savoirs et bonnes pratiques, chose qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, le EFIB travaille sur 3 axes qui sont en lien avec le développement durable. Un premier axe qui va être au niveau de la stratégie du marketing et des offres, où l'idée soit va être de construire une stratégie RSE en utilisant la RSE à la fois comme la tête, c'est-à-dire qui va servir de vision à l'entreprise, et comme les pieds, d'une certaine manière, et c'est-à-dire de socle aux autres stratégies, et puis qui va être surtout décliné en plan d'action opérationnel. Et donc l'idée, c'est surtout de faire matcher des business plans ou des stratégies industrielles avec justement ces stratégies RSE aussi, et donc d'avoir aussi derrière des effets sur l'offre et donc sur le business. Un deuxième axe qui va être autour de l'environnement, qui va être un peu plus technique, où là, on va travailler sur des flux d'énergie, d'eau, de climat, de déchets. Donc, quand on parle de climat, on parle aussi de carbone, de bilan carbone notamment, ou de plan de décarbonation. Décarbonation qui souvent s'entend également à long terme. Et enfin, dernier axe, qui est plutôt autour de l'humain. On va parler d'engagement sociétal et donc notamment de coopération externe autour de l'entreprise et de bien-être au travail qui va plutôt concerner les salariés. On parle aussi de QVT aujourd'hui. Et donc tout ça sont finalement des piliers de la RSE. Et 3 offres pour répondre à ces 3 axes-là. Une première offre qui est souvent la porte d'entrée, qui est une offre de diagnostic, d'études et d'audit, et donc qui démarre généralement par une phase d'analyse et qui aboutit sur un plan d'action. Christophe, ouais, n'hésite pas à défiler. Merci. Et une deuxième offre qui va être cette fois-ci tournée autour de la gestion de projet et de l'assistance technique, qui va, celle-là, aider à déployer les actions, donc surtout à les déployer de manière concrète. Et enfin, une dernière qui va porter autour de la communication et de la formation, puisque l'idée, et c'est quelque chose qui est très important dans la RSE, on va y revenir, c'est de pouvoir embarquer les équipes, d'accompagner le changement dans la durée,
puisque la RSE et le développement durable sont des démarches de temps long. Voilà, rapidement. Alors, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Qu'est-ce que la RSE? Très rapidement, c'est simplement une introduction, hein. Donc, la RSE, comme vous le voyez, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Ça veut dire, c'est comment l'entreprise va se positionner par rapport à ces notions et vers voilà, ce modèle qui est en train de se dessiner. La question du coup, c'est qu'est-ce que le développement durable? Donc, c'est la slide d'après. En anglais, on parle plutôt de sustainability. Et le vrai terme, d'ailleurs, c'est plutôt soutenable. C'est pour ça que c'est un terme que je préfère. C'est pour ça que je l'ai précisé. Malgré tout, c'est quand même durable qui a été retenu en français. Donc, la définition que vous voyez, c'est celle qui avait été émise et qui est souvent admise le plus couramment dans le rapport Brundtland, et donc qui date maintenant d'environ d'une trentaine d'années. C'est aussi, si on peut le résumer d'une autre manière, c'est la conjonction entre 3 domaines qui sont évidemment le domaine de l'environnement. Ouais, on peut défiler, merci. Donc le domaine de l'environnement, c'est d'ailleurs souvent ça, c'est à ça souvent qu'on assimile le développement durable, mais aussi le domaine du social et enfin le domaine de l'économie. Et c'est bien la conjonction de ces 3 domaines-là qui fait qu'on est dans un développement durable. C'est-à-dire que si on oublie un de ces 3 piliers, c'est plus du développement durable. Et j'insiste particulièrement sur le dernier parce qu'il arrive très souvent que l'on occulte un peu ce point-là en se disant que bah, c'est un poste de coût, c'est un poste de dépense, et donc que ça ne va pas rapporter à l'entreprise. Si c'est mal fait, c'est le cas, mais l'idée c'est de le faire correctement pour que ça soit un poste de profit et non un poste de dépense pour l'entreprise. Profit à travers des réductions de dépenses, et donc là, on va plutôt parler voilà, de réduction d'énergie et autres. Et puis profit à plus moyen long terme grâce à des accroissements de business, grâce à une meilleure maîtrise du turnover, grâce à un meilleur développement de l'image, image de marque, et également marque employeur, donc à la fois sur la partie commerciale et sur la partie recrutement aussi. Et donc toutes ces choses font que l'entreprise va être de plus en plus résiliente. Et l'idée de créer des sortes de cercles vertueux qui vont se conjuguer petit à petit et avoir des effets positifs in fine. Sachant qu'attention, le développement durable est une démarche de temps long, donc même si elle peut avoir des effets court terme, il faut l'avoir sur une stratégie plutôt de temps long. Une notion qui est fondamentale à l'intérieur des démarches RSE et du développement durable. Donc, il y a une norme qui s'appelle l'ISO 26000, qui est plutôt un guide qui explique un peu tout ça, mais qui est assez lourde. C'est l'identification des parties prenantes et le dialogue avec elles. C'est aussi des choses qu'on retrouve maintenant dans l'ISO 14001, qui sont pas exclusives au développement durable. Donc, les parties prenantes, ce sont des acteurs ou des groupes d'acteurs qui vont avoir une influence sur l'entreprise, ou dans le sens inverse, des acteurs sur qui l'entreprise influe. Donc, on va retrouver des parties prenantes naturelles, comme les salariés, par exemple, mais aussi les actionnaires. On va parler aussi des clients, des fournisseurs, des pouvoirs publics, qui donc forcément, c'est les régulateurs, ont une influence forte sur l'entreprise, mais c'est aussi les riverains. On peut aussi parler de RSE ou de développement durable comme, si on le schématise à l'échelle d'un individu, d'un citoyen, c'est de dire, bah, l'idée, c'est aussi que l'entreprise se comporte en bon citoyen, en quelque sorte. C'est-à-dire que, bah, en tant que bon citoyen, on vole pas, on essaye de trier nos déchets, on essaye d'aller voter ou ce genre de choses. C'est un peu la même chose pour l'entreprise, c'est-à-dire c'est qu'elle se comporte du mieux possible envers la société de manière générale. Donc c'est aussi cette responsabilité justement qu'elle a face à ce qui l'entoure, puisque même des petites entreprises ont une responsabilité et ont un impact. Et 3 notions clés qui sont sous-jacentes à une démarche RSE, qui sont l'authenticité, le volontarisme et les preuves. C'est-à-dire que il est vraiment important que l'entreprise fasse ça de manière volontaire, c'est-à-dire que sinon on n'est pas dans la RSE. La RSE n'est pas de respecter la réglementation. Voilà, vous pouvez pas vous vanter de jamais dépenser le 130 sur l'autoroute. Vous pouvez vous vanter de jamais dépasser le 110, d'avoir bridé vos camions à 110. Ça,
c'est une action volontaire. Il faut que ça soit authentique, et donc c'est-à-dire qu'elle soit basée sur des faits réels, c'est-à-dire que pour pas surtout tomber dans le greenwashing. Et des preuves, ça veut dire que ce qui est avancé, parce qu'il faut pas, on peut tout à fait communiquer autour de la RSE, il n'y a pas de problème à ça. Il faut que, par contre, que ce qui est avancé soit prouvé à travers des chiffres, des documents, etc. Et pour pas que ça soit l'arbre qui cache la forêt en quelque sorte. Et justement tomber du greenwashing, qui est impuni par la loi, mais surtout qui peut avoir des effets boomerang assez violents sur l'entreprise. Et je vais terminer par ces 2 slides rapidement. Au-delà de tout ce que je viens de dire, la RSE, c'est aujourd'hui devenu un enjeu stratégique. J'ai mis quelques chiffres, il en existe plein, toutes les études vont dans le même sens. Donc on peut les défiler rapidement, Christophe. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une attente du consommateur. Donc évidemment, pour les entreprises qui sont en B2C, elles vont avoir une influence directe, elles vont avoir un intérêt direct à rendre leurs produits plus responsables, plus green, plus écolo, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, on sait que ça a des effets directs sur le business. Et pour les entreprises qui sont en B2B aussi, parce qu'aujourd'hui, les grands donneurs d'ordre, qui donc souvent sont eux qui vendent à leurs clients, ont les mêmes contraintes et donc sont en train de demander de plus en plus d'efforts à leurs fournisseurs. Vous le voyez certainement aussi avec Ecovadis, pour ceux qui sont soumis, ou avec, pour ceux qui sont sur des strates un peu plus grandes, même parfois des aspects réglementaires comme la DPEF ou autres, que c'est des choses qui sont en train de se mettre en marche. Le dernier chiffre, c'est un chiffre qui est encore plus élevé, pour les, cadres, et qui est encore plus élevé sur les jeunes et qui est croissant d'année en année. C'est-à-dire que ce qu'on veut dire par là, c'est qu'aujourd'hui, des jeunes ingénieurs, qui sortent n'importe quelle école, mais particulièrement des grandes écoles, vont pas, aujourd'hui, c'est le plein emploi, hein, sur les ingénieurs, je pense que ça vous le savez, il y a moins de 3 de chômage. Donc souvent, ils ont plusieurs offres en sortie d'école. Ils vont pas choisir uniquement pour le poste ou pour la réputation de l'entreprise ou pour le salaire, mais c'est aussi par des aspects autres qui vont rentrer dedans, et donc la RSE, l'engagement RSE en fait partie. Le premier chiffre de 13 c'est une étude qui avait été réalisée par France Stratégie, qui est un organe de l'État, qui avait porté sur 8 500 entreprises, donc relativement exhaustive, qui avait duré pendant 2 ans, et qui avait démontré justement que les entreprises engagées en RSE avaient un gain de performance important. Donc à travers tout un tas d'aspects. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que rentrer dans ces démarches-là, généralement peuvent apporter des gains importants en termes de réduction d'énergie ou de déchets, et donc de coûts associés derrière. Je vous laisserai faire les calculs par rapport à vos dépenses respectives. Sur les déchets, on peut même aller jusqu'à du 100%, qui est également possible. Voilà, j'espère pas avoir été trop long, et donc ça sera pour la partie d'après. Merci. Je laisse la parole à Grégory. Merci Lucas. Ok, alors en 5 minutes, je vais vous parler de développement durable à partir de mon retour d'expérience avec Démarche Verte, et je vais insister sur l'aspect à 360 degrés du développement durable, sur l'impact du développement durable au même titre qu'il y a eu la mondialisation et il y a la digitalisation, il y a aujourd'hui le développement durable, et puis sur un aspect gain économique grâce au développement durable. Donc, je m'appelle Grégory Roquette. J'étais précédemment dirigeant d'une entreprise industrielle textile sur la métropole lilloise que j'ai animée et dirigée pendant une vingtaine d'années. Suite à cela, j'ai été entrepreneur en Asie dans le textile, et fin 2018, j'ai fermé toutes mes activités en Asie et j'ai démarré la société Démarche Verte, dont l'objectif est d'activer le potentiel écologique des entreprises. Je le fais de 3 manières différentes. Dans un premier temps, un accompagnement en atelier en intra dans les entreprises pour solliciter les salariés sur toutes les thématiques de développement durable, que ce soit les déchets, les mobilités, la qualité de vie au travail, les opportunités de green business, l'énergie, en disant vous êtes au contact d'un certain nombre de problématiques, qu'est-ce que vous proposez? Ensuite, je qualifie et je restitue les projets phares à l'entreprise en disant vos salariés vous vous proposent ces solutions-là. Ça permet des solutions pragmatiques,
une adhésion au projet d'entreprise et pas de résistance au changement. Deuxièmement, parce que beaucoup de dirigeants n'avaient pas forcément le temps d'entamer ces accompagnements, j'ai créé un premier club, club de dirigeants managers sur l'île et un deuxième sur l'Artois, où on se réunit mensuellement autour d'une entreprise qui vient témoigner et qui vient se mettre en mode ressource sur un sujet de développement durable. Donc, par exemple, ça peut être Decathlon qui vient expliquer tout ce qu'ils font en termes de packaging, contenant, emballage au niveau mondial. Voilà. Et puis ensuite, c'est des échanges entre pairs pour s'approprier la thématique et se laisser inspirer de ces ressources qui sont proposées. Troisièmement, c'est la mise à disposition de ressources humaines en temps partagé pour porter les sujets de développement durable dans les entreprises s'il n'y a pas forcément les compétences pour adresser un certain nombre de sujets. Ça, c'est démarche verte. Maintenant, je vais vous parler d'un retour d'expérience au niveau du développement durable à 360 degrés. En fait, on ne se rend pas forcément compte de l'impact du développement durable sur tous les secteurs d'activité de l'entreprise, que ce soit au niveau des achats, que ce soit au niveau de l'énergie, que ce soit au niveau des déchets, que ce soit au niveau de l'implication des salariés, que ce soit au niveau des opportunités de green business, que ce soit au niveau de l'empreinte numérique, que ce soit même au niveau de la finance. Finalement, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est vraiment à 360 degrés. Maintenant, certaines entreprises adressent un certain nombre de sujets. Rares sont les entreprises qui prennent la mesure des enjeux et travaillent sur un ensemble de sujets, ou à 360 degrés. Mais véritablement, tout est potentiellement impacté par le développement durable dans une entreprise. Le deuxième point, c'est de comparer un peu le développement durable par rapport à tout ce qui est mondialisation et Internet, en disant les entreprises ont dû faire face à la mondialisation, les entreprises ont dû et doivent faire face à la digitalisation. Le virage, il se prend ou il ne se prend pas. Ce sont des menaces et des opportunités. Le développement durable, c'est exactement la même chose. Certaines entreprises peuvent se dire, bah, c'est pas pour moi, c'est pour plus tard, etc. Mais je dirais, ce qui est des opportunités vont se transformer en menaces. Et donc, pour moi, le développement durable, ça a au moins un impact aussi important que l'ont eu et la mondialisation et la digitalisation. Le dernier point, c'est sur le retour sur investissement. Beaucoup d'entreprises que j'accompagne ont une certaine réticence à faire du développement durable en disant OK, ça va me coûter de l'argent, ça va être éventuellement des panneaux solaires que je vais mettre sur mon entreprise. Je le ferai une fois que j'aurai sécurisé un petit peu mon entreprise et je me ferai un petit peu plaisir en faisant du développement durable une fois que les autres pans seront sécurisés d'un point de vue économique. Ce que je souhaite dire là-dessus, c'est que aucune entreprise que j'ai pu accompagner ou que j'ai pu suivre ou qui a pu témoigner a jeté de l'argent par les fenêtres avec le développement durable. Au contraire, toutes y ont eu un intérêt économique. Je vais donner un certain nombre d'exemples avec des sociétés qui font partie un petit peu d'écosystème des marches vertes, que ce soit la société Avril qui fait des cosmétiques. Je dirais pour elle, toutes ces actions sont orientées développement durable et elle, elle est en croissance extrêmement importante et elle gagne énormément d'argent. C'est une entreprise très viable, mais tout est pensé autour du développement durable. Je prends un autre exemple qui sont les cartonneries de Gondardenne, qui a énormément investi au niveau, je dirais, de l'énergie et de la gestion de l'énergie dans son entreprise. Aujourd'hui, ça lui permet de faire énormément d'économies d'énergie parce que son énergie, grâce aux investissements en lien avec le développement durable qu'elle a pu faire, lui coûte nettement moins cher que si elle devait acheter son énergie sur le marché. Decathlon qui peut aussi faire énormément d'éco-conception, ça va jamais à l'encontre de sa performance économique. Des exemples, j'en ai à l'appel. Et donc, l'important, c'est de dire le développement durable n'est surtout pas un coût, c'est un investissement extrêmement rentable. Je terminerai juste en disant que le club des Marches Vertes se réunit sur l'île le 17 mars autour de l'économie de la fonctionnalité et le 8 mars en Artois,
ça va être autour du bilan carbone et le 5 avril en Artois, ça va être autour des achats durables et responsables. Je vous remercie et j'ai hâte d'échanger avec vous. Merci beaucoup, Grégory. Alors, juste avant de passer en salle avec nos intervenants, je vous propose d'avoir un témoignage de l'entreprise WTX. Donc, je pense que ça va être Sébastien qui va faire un retour d'expérience sur les actions qui ont été mises en place au sein de WTX Automotive. Sébastien, je te laisse la parole. Merci. Oui, donc on m'a demandé de témoigner sur notre démarche RSE qu'on a appliquée chez nous. Alors le point de départ, c'est que notre secteur d'activité évolue dans un environnement particulièrement concurrentiel et en pleine mutation réglementaire, technique et sociétale. Et donc il faut que nous nous adaptions à cette mutation afin d'assurer une pérennité de notre société, du groupe, et d'améliorer notre performance globale et notre résilience. Donc c'est pourquoi on s'est engagé en 2021 sur une démarche RSE, une démarche ambitieuse et transversale, donc afin de répondre à des enjeux sociaux, économiques, environnementaux que nos parties prenantes ont comme objectif. Donc, pour démarrer cette démarche, dans un premier temps, on a défini une raison d'être qui est, pour nous, c'est contribuer au confort du consommateur en fabriquant des produits respectueux des hommes et de la planète. Notre démarche est appuyée sur nos systèmes de management, de la qualité, de la sécurité et de l'environnement, bien sûr. Et elle s'articule autour de 5 engagements. 5 engagements qui s'illustrent via une roue que je ne sais pas, je peux peut-être vous montrer. Oui, tu peux projeter ton Hop. écran, tu as la main. Vous voyez? Oui, c'est très bien. Donc là, c'est notre roue qui illustre nos engagements. Alors ces engagements, le premier est en lien donc avec nos différentes parties prenantes, hein. Donc le premier est en lien avec nos collaborateurs, c'est donc assurer le bien-être au travail de nos collaborateurs. Le second, plus lié à nos actionnaires, qui est de pérenniser le site de Roubaix et ancrer ancrer Mariatsu, qui est notre actionnaire principal, et donc ancrer Mariatsu en Europe. Le troisième engagement, c'est donc de proposer des produits innovants et éco-conçus. Donc là, c'est un travail à faire avec nos fournisseurs et surtout nos clients. Le quatrième engagement, avec la partie prenante planète, c'est de transformer l'usine de Roubaix pour qu'elle devienne un modèle en matière de performance environnementale. J'ai un bug. Vous m'entendez toujours? Oui. Oui. Oui, oui. Si j'ai un petit problème. Oh. Excusez-moi. Ça va me prendre un petit moment. Tout. Bon, je vais continuer comme ça, c'est pas grave. Donc, j'étais sur le 5e engagement qui est lié à la société, donc c'est de participer de manière proactive et responsable au développement de notre territoire. Donc, il faut savoir que notre démarche, comme WTX est présent à l'international, on a souhaité intégrer notre politique dans les objectifs des ODD de l'ONU. C'est ce que vous pouvez voir dans la roue. Je ne sais pas si vous la voyez encore. Mais enfin bref, c'est pas très grave. Et je vais continuer sans la... Vous n'avez pas de problème de connexion parce que moi, je ne vois plus rien.
Non, c'est parfait, Sébastien. C'est parfait? OK. Bon, alors je continue. Alors sur les engagements, on a forcément déterminé des objectifs et des indicateurs associés pour justement challenger nos résultats. Sur chaque engagement et indicateur, on a un plan d'action qui a été mis en œuvre pour l'atteinte de ces objectifs, forcément. Et ce plan d'action opérationnel possède des actions à plus ou moins long terme. Par exemple, à court terme, on a cherché le zéro déchet non valorisé. On a un travail sur l'efficacité énergétique et d'autres actions à court terme qui ont été mises en place. Par exemple, on a, pour la biodiversité, planté 60 arbres fruitiers. On a installé des ruches chez nous. Et un autre exemple, on a distribué à tous nos collaborateurs des mugs. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ce type de mug pour éviter de consommer des gobelets plastiques ou carton. Et donc, ces actions à court terme vont nous permettre de dégager un peu de cash pour financer les actions à plus ou moins, à plus long terme, à moyen et à long terme. Qui sont par exemple à moyen terme, on a pour projet de fabriquer des nouveaux produits 100% recyclés et 100% recyclables. On aura aussi à moyen terme une deuxième phase énergétique. Et on travaille également sur la qualité de vie au travail, le QVT, en travaillant notamment sur l'ergonomie, etc. Et à plus long terme, on a comme ambition une décarbonation à 100%. Et on a aussi, pour travailler avec nos collaborateurs, l'ambition, avec la mise en place d'un concept d'athlète industriel, avec des formations, notamment sur l'alimentation, des projets sportifs, etc. Mais il faut noter que ce qui est vachement important, c'est que c'est un projet ambitieux, mais qui sera efficace que par l'adhésion de chacun. Donc on a mis en place des comités de pilotage qui sont mensuels, donc pour savoir comment on avance dans nos objectifs, sur nos plans d'action. On a mis en place une communication interne et externe sur le sujet pour s'assurer que chacun soit conscient de l'évolution. On a notamment, pour l'externe, on a un projet, on est en train de faire un bilan RSE qui va être communiqué via les réseaux. Et finalement, on est aussi en lien avec Ecovatis pour pouvoir nous évaluer vis-à-vis des autres et surtout pour donner notre cotation, entre guillemets, à nos clients. Donc voilà, ça c'est rapidement le projet qu'on a mis en œuvre. Je ne sais pas si vous avez des questions, je suis ouvert à toute question. Merci beaucoup, Sébastien. C'est un plaisir. Alors, je ne sais pas si certains participants ont des questions. On reviendra peut-être sur les questions en fin de présentation. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est on va vous diviser en 2 salles. Alors, on va lancer le système. Juste, il se peut que votre fenêtre Teams se mette en bas dans votre barre de bureau. Il faudra juste la réouvrir. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas supprimé de la réunion. Oui. Merci à toutes et à tous d'avoir participé ce matin. Vous recevrez dans la journée donc le replay de nos échanges et les contacts de Grégory et de Lucas. Luc, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je voulais remercier forcément les intervenants et aussi tous les participants. C'était le but, comme l'ont rappelé Lucas, comme Grégory, comme Sébastien, le but c'est de voir le côté positif et le côté intéressant de la RSE, parce qu'elle a un double intérêt. Un intérêt, c'est la pérennité de nos activités, de notre planète, mais aussi, ça peut aussi nous permettre de gagner en notoriété, gagner
en rentabilité. Tout ça, c'est les points. Moi, je pense que tous les gens j'ai regardé à peu près toutes les entreprises, bon, ils sont tous convaincus. Hein. L'idée, c'est que peut-être aussi qu'on soit des ambassadeurs de cette conviction pour pouvoir avoir plus, encore que notre filière soit encore plus présente sur ce sujet. Voilà ce que je peux conclure. Encore un grand merci à tous et merci à l'équipe de l'ARIA d'avoir organisé ce webinaire. Merci également à l'ARIA pour l'invitation et pour l'organisation de ce webinaire, effectivement. À très bientôt, alors. Merci. Merci à tous. Bonne journée, à très vite. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.